Et c'est donc pour cette une que tu viens de passer en procès, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, l'insupportable pôle juif de la pensée, une expression de l'historienne juive Annick Riegel, qui dans le Figaro du 3 avril 1990, au moment des débats précédant la loi Guesso, avait considéré que si cette loi était votée, qui était à l'origine une loi donc du Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, eh bien, il n'y aurait plus de liberté d'expression, de recherche, et que les tribunaux, et c'est le cas depuis bientôt 25 ans aujourd'hui, eh bien, seraient obligés de traquer les dissidents, tous ceux qui, par leurs conclusions, eh bien, n'arrivent pas à la version officielle obligatoire de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Et ça s'est passé comment Ça s'est passé comment, l'audience? Eh bien, on m'a laissé parler, on m'a absolument pas interrompu, les magistrats ont été tout à fait courtois, mais ils ne m'ont posé aucune question. Oula, ça Ce c'est qui, à mon pas... sens, ce qui, à mon sens, n'est pas très bon signe, parce que la dernière fois, à l'inverse, le président m'avait posé beaucoup de questions, mais là, visiblement, c'était pour essayer de me condamner au maximum, pour essayer, en quelque manière, de montrer des contradictions ou pour que je m'enfonce davantage. Mais là, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Il faut dire que la dernière fois, c'était pour un article sur le festival de Cannes, qui était jugé par nos rédacteurs sionistes et chronocrates, mais il n'y a pas le mot juif. Et donc, il voulait absolument me faire dire que lorsque le rédacteur avait employé le mot sioniste, il voulait dire juif. Ah oui, donc là, voilà. ils t'ont posé des questions pour te le faire avouer, quoi. Mais là, dans le cas précis, comme de toute façon Ah oui, le mot juif était utilisé, là, en quelque sorte, ils avaient tous les éléments, selon eux, pour entrer en voie de condamnation s'ils le souhaitaient, puisque de toute façon, avec la loi Pleven, si on ne dit pas du bien d'une des communautés protégées en quelque sorte, ou si on ne se tait pas, eh bien immanquablement on est condamné, plus ou moins Ouais. cruellement. De toute façon, à partir du moment où ils ne te posent pas de questions, c'est très mauvais signe, Je c'était pense déjà condamné d'avance. Je pense que c'est mauvais signe. Moi, je suis très pessimiste sur l'issue de ce procès. On aura le jugement d'ailleurs le jeudi 4 décembre à 13h30. C'est la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Mais je constate que ça frappe de plus en plus, que la dernière fois, c'était 8 000 euros. Mais alors, attention, c'était pas 8 000 euros d'amende à propre prélé, c'était 100 jours amende à 80 euros. C'est-à-dire que c'est une peine de substitution à la prison. Et si on ne paye pas dans les 100 jours qui suivent la condamnation, on est immanquablement embastillé. Et là, le procureur de la République a demandé 100 jours amende à 150 euros par jour, soit 15 000 euros. Et puis les associations elles-mêmes sont très gourmandes. La Ligue des droits de l'homme demande 7 000 euros, la LICRA 65 000. SOS Racisme 7000. Donc il y a vraiment une volonté d'asphyxier le journal et de le conduire à la disparition, parce que manifestement on gêne un certain nombre de lobbies, notamment ce que François Mitterrand avait appelé avant de quitter l'Élysée le rôle puissant et nocif du lobby juif. Et parce que dans cette affaire Dieudonné, c'est bien de ça qu'il est question. Oui, d'accord, je vois. Donc, ils t'ont pas posé de questions parce que finalement, tu étais condamné d'avance. Et ça me rappelle un peu ce qu'écrivait Édouard Drummond dans son livre La fin du monde, La fin d'un monde. Il y a tout un chapitre sur les simulacres et c'est assez extraordinaire. Il parle du simulacre de la justice et notamment il raconte une anecdote que lui a rapporté, je crois, quelqu'un qui était membre d'un tribunal. Il y a le procureur donc, qui prononce ce réquisitoire contre un prévenu. Et une fois que le procureur a terminé de lire ce réquisitoire, le juge, le président du tribunal se tourne vers ses deux assesseurs et leur dit, bon, ce sera tant de prison et tant d'amende. Il leur dit ça à voix basse et après, il s'adresse à l'avocat du prévenu, il dit, vous avez la parole, maître. Sous-entendu, le gars était déjà condamné avant même que son avocat ne parle, mais les formes sont toujours, tu as sûrement remarqué, les formes dans un tribunal sont toujours respectées. Total formalisme. Hein. On est d'ailleurs très courtois, on m'a donné la parole en dernier, comme le veut la tradition, mais j'ai eu l'impression que j'étais comme un boxeur qui donnait des coups dans le vide, c'est-à-dire qu'en quelque manière, ça ne servait à rien, la décision était déjà prise. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être me tromper, on le verra le 4 décembre, mais quand même, mon expérience, qui commence à être un peu ancienne maintenant, des tribunaux et de la justice républicaine, ne me laisse pas beaucoup d'espoir. Oh bah, en Belgique, c'était pareil. Moi, j'ai le fameux procès de 2008 qui a abouti à un mandat d'arrêt à mon encontre. Ah, la juge avait été parfaite. Elle m'avait laissé parler, j'avais pu faire un véritable exposé révisionniste pour dire que ce que je disais c'était justifié, qu'il fallait pas me poursuivre pour cela. La juge prenait des notes. Incroyable. Et je veux dire, et vraiment, au sortir du tribunal, en attendant le
jugement qui serait prononcé quelques semaines plus tard, on s'était dit, elle était impressionnée, quoi. Et bon. Ah ben j'ai été condamné au maximum. Et je me rappelle pareil lors de ton procès au Radour, en première instance, le président qui était très hostile, t'avais collé 6 mois de prison ferme, et le président d'appel qui était très courtois, qui t'avait laissé parler librement, qui n'avait fait aucune objection, a donné le double. Voilà. Prison ferme. Donc ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Donc moi l'autre fois le président avait été très hostile, il était là, mais non plus comme président, mais comme assesseur, comme conseiller, comme on dit aujourd'hui. Mais moi à mon avis, je tout laisse à penser que je serais davantage condamné que la dernière fois encore, alors qu'il avait été extrêmement discourtois, enfin en tous les cas asticoteur, en tout cas la dernière fois. Cette fois-ci, non. On est vraiment dans une logique de répression qui est de plus en plus forte et de plus en plus grave, hein. Et ça, c'est objectif. Moi je me rappelle qu'au début, avec le révisionnisme, donc dans les années 80, après le vote de la loi Guesso, dans les années 90, bon, on était condamné à 3 mois de prison avec sursis, 5000 francs d'amende à l'époque. Bon, on sentait bien que les juges, c'est la liberté d'expression, c'est un peu gênant quand même. Mais c'est rentré dans les mœurs, et petit à petit, ça a augmenté. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est frappé de prison ferme. C'est-à-dire c'est une machine infernale qui s'alimente elle-même, ou un train fou, dont on sait peut-être qu'il va dérailler, mais ça va toujours plus vite, toujours plus fort, et on voit pas comment l'arrêter, quoi, je veux dire. Donc on a une impuissance qui est totale. Face à cela, on sait que de toute façon, on sera condamné condamné dans le couloir de la mort, quoi, qui va être exécuté. Sauf que là, c'est plus la guillotine, c'est la guillotine sèche qui est le portefeuille. Le portefeuille. Ouais. L'autre, il a dit que j'avais un cerveau malade. Et c'est vrai que lui, s'il vent tourne, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise non plus. Pardon. Moi, quand je l'entends parler, je me dis, les chambres à gaz, quand même... Dommage. Et il a quasiment tout compris, quoi. Il a compris comment ça se passe. Il a compris comment fonctionne le système. Et il tape là où ça fait mal. Et c'est d'autant plus, efficace que c'est par l'humour, que c'est par le rire. Et c'est ce qui leur fait peur. Voilà, exactement. Parce qu'ils se moquent à la fois d'un certain lobby, mais ils se moquent également du mariage, du prétendu mariage pour tous, du mariage homosexuel, etc. Et finalement, ça va très loin avec l'humour. Et je pense que c'est véritablement le chansonnier de l'époque. Et moi, je pense que c'est vraiment un bol d'air frais. De l'oxygène dont on avait besoin et dont on manquait. Donc ça ne veut pas dire que forcément après je serai forcément d'accord à 100% peut-être avec toutes ces idées ou toutes ces prises de position, mais je dirais à la limite peu importe. Oui. Moi je crois qu'il est essentiellement positif. Voilà. Je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut quand même, quand on a un point de cristallisation du mécontentement, il ne faut pas faire la fine bouche. Exactement. Pas aujourd'hui. On n'a pas de grand leader charismatique, notamment au sein de la droite nationale. Non, on n'a pas. Il faut le dire honnêtement, maintenant c'est assez pauvre. C'est sûr. Eh bien, il y a un leader charismatique. Enfin, un leader charismatique, c'est pas un leader, mais je veux dire, il y a un homme... Une personnalité exceptionnelle. Une personnalité exceptionnelle qui fait un point de cristallisation du mécontentement, symbolisé par la quenelle. Eh bien, il n'y a pas à faire la fine bouche, à dire « Ah ouais, mais c'est des bacs blanc-beurre. » C'est pas important, ça. L'important, c'est que ça fait un foyer de cristallisation. Comment ça va, ce foyer va-t-il après progresser ? Et alors, il a donné un bâton de maréchal dans sa vieillesse à Frisson, qu'il méritait amplement. Et ça, je trouve que je suis heureux pour lui, parce que je veux dire, il s'est battu pendant 40 ans, comme il disait lui-même. Je ne sais pas ce qu'est le supplice chinois, mais je sais ce que c'est que le supplice juif pour le subir depuis 40 ans. Bon, eh bien, il est certain que, en quelque manière, je trouve qu'il y ait 5000 personnes au Zénith à Paris, je veux dire... c'était imprévu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et qu'ils lui remettent le prix de l'infréquentabilité, de l'insolence. Ça, je dois dire que ça montre quand même une audace, un courage, presque une unité méritée, tout à fait exceptionnelle, et que je salue personnellement, surtout qu'il n'a pas renié depuis, bien au contraire, alors que souvent, l'expérience prouve que les saltimbanques, les gens du showbiz, c'est pas souvent le courage qui les étouffe. Éric Zemmour, bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste et vous publiez le livre dont tout le monde parle, Le suicide français chez Albin Michel. Une fresque où vous convoquez la culture, l'économie, la politique, le sexe, le sport pour expliquer le déclin français, où vous dénoncez nos élites politiques, administratives, intellectuelles, médiatiques. Vous avez raison, vous en faites partie, j'en fais partie. Absolument. Qui s'emploie depuis 40 ans à transformer le système et à pervertir les valeurs, à défaire la France. Vous dénoncez la féminisation de la société, source de tous nos maux ou presque, la fin de l'identité française à cause de mai 68, de Simone Veil, d'SOS Racisme, la soumission de la France aux dictats européens.
beaucoup de sujets, évidemment, avec une vision, votre vision, celle qu'on connaît, et ça marche très bien. Vous dites la France se meurt, la France est morte, Meusy crache sur sa tombe et piétine son cadavre fumant. Et les Français, ils achètent 5000 exemplaires par jour depuis quelques jours. Quel est votre sentiment? Comment vous le vivez-vous? Alors, un qui a un succès assez inattendu et qui doit gêner quand même le système, c'est Zemmour, là. Avec son livre Le Suicide français, là, qui a déjà été vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et je crois que c'est très intéressant parce qu'il dit un certain nombre de vérités que même parfois on ne dit même plus dans nos milieux, notamment sur la destruction de la famille, sur la dévirilisation de l'homme blanc, parce qu'en fait, il montre bien finalement que la principale victime du système depuis environ 40 ans, et à mon avis on pourrait remonter plus loin, c'est quand même le mâle blanc hétérosexuel. Et je crois que c'est très vrai. Et Tony Alatrella le dit aussi dans ses livres. Hein. Oui, il y a une dérilisation, les pères ne font plus leur travail parce que les pères sont complètement châtrés, oui. Et ça je crois que c'est très vrai. Alors évidemment, il reste sur un plan essentiellement sociologique, et historique, mais aussi politique. Je pense qu'on pourrait aller plus loin, parce que je pense que, par exemple, la crise de l'Église, Vatican II, le fait qu'on ait, depuis la mort de Pie XII, des imposteurs, je pense que dans le rôle justement du père, je pense que ça joue évidemment, dans la désacralisation du père, je pense que ça joue un rôle très important, et que la déchristianisation de la société aussi induit toute une série de conséquences mortifères et désastreuses. Mais enfin, ce qui raconte depuis ces 40 dernières années est très vrai dans l'ensemble. Je crois que c'est une analyse qui est très juste, qui est très fine, en plus avec beaucoup de culture, c'est très bien écrit, c'est très clair. Et alors évidemment, il y a quelques concessions qui sont faites, il n'est pas révisionniste, mais enfin il défend d'une certaine mesure le maréchal Pétain. Et je n'ai pas être révisionniste, mais, voilà. mais quand même, et il n'a pas peur d'attaquer le féminisme, de s'en prendre au pseudo-antiracisme, et puis même vis-à-vis de sa communauté. Il est quand même assez sévère, puisque par exemple sur Klarsfeld, il critique le rôle qu'il a joué en faisant en sorte que les chefs d'État français, en l'occurrence Chirac, puis ses successeurs, condamnent la France explicitement pour le rôle qu'elle aurait joué pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Mitterrand, par exemple, et ses prédécesseurs l'avaient toujours refusé. Et il montre bien également que SOS Racisme, c'est quand même essentiellement des Juifs qui l'ont mis en place, hein, Bernard-Henri Lévy, Marek Alter, Julien Drey. Et donc évidemment, c'est fait peut-être de manière assez discrète, très habile, mais il le dit quand même, et il dit beaucoup de vérités sur, par exemple, la destruction de la famille, la destruction de la nation, avec la destruction des frontières, avec Maastricht, qui est la fin de l'indépendance et de la souveraineté française, avec le fait qu'au fond, maintenant, la politique, elle ne sert plus à grand-chose, parce que les hommes politiques n'ont plus aucun pouvoir. Alors, ce qui est dramatique dans le fait, toujours dans ces affaires-là, c'est que quand même, tu remarqueras qu'il y a un livre qui paraît, ça fait un petit remous, et puis ça se recalme. Regarde l'affaire Brigitte Bardot. C'est vrai. Ça me rappelle le livre Tous rationalisés de George Ritzer, un Américain qui a dénoncé la McDonaldisation du monde. Bon, il dénonçait cette façon de tout rationaliser qui nous mène dans le mur finalement. Il y a eu un grand débat dans les universités américaines, mais ça retombe. On a l'impression que ces débats, c'est comme des petites vaguelettes, mais qu'il y a la grosse houle qui, elle, continue. C'est ça qui est dramatique. C'est ça, c'est que malheureusement, ça ne change rien sur le fond. Le seul aspect positif, c'est que ça peut aider à faire prendre conscience au grand public, puisque lui a accès, contrairement à nous, aux grandes chaînes de radio et de télévision, qu'il est sur beaucoup de plateaux de télé, du moins pour le moment. Ça permet quand même de diffuser assez massivement un certain nombre d'idées qui sont bonnes. Et on pourrait dire pareil de se lui donner, non pas qu'eux aient accès aux plateaux de télé et de radio, mais par Internet, ils ont quand même une puissance qui est quand même très importante également, une puissance de feu, si j'ose dire, très importante. Bon. Et donc, je pense que tout ça, c'est quand même globalement positif. Voilà. Même si ça ne change rien, mais c'est vrai que ça ne change rien. Ça ne change rien, c'est un constat. Mais évidemment, le constat ne change rien en lui-même, mais il montre l'état de déliquescence de notre société. Bon, et on peut se demander si ce n'est pas des graines finalement qui sont quand même semées pour le moment où, lorsqu'il y aura une grave crise, ces gens qui ont semé des graines, ces graines fleuriront. C'est-à-dire que des gens se diront oui, Zemmour avait dit que, et à ce moment-là, on pourra peut-être qu'un nouveau chef charismatique s'appuiera sur les travaux de gens comme Zemmour, comme d'autres, comme Alain Soral peut-être, comme, je ne sais pas, enfin moi je ne suis pas Madame Soleil, mais pour peut-être à un moment, pour faire refleurir
une idéologie, je dirais, plus conforme au droit naturel. Je crois que le fait que justement Zemmour et son livre aient un tel succès, ça montre quand même que même si les Français ne sont pas forcément conscients, comme on l'est, ne sont pas politisés comme nous le sommes, ne sont pas conscients de tous les problèmes de notre société, je crois quand même qu'ils ont quand même conscience, au moins confusément, qu'on va dans le mur. Ah oui, et qu'on vivait mieux avant, et que malgré tout, on a une société, a fortiori quand on a des enfants, parce que c'est vrai que il y a de quoi être angoissé, de se dire mais quel monde va-t-on leur laisser? Dans quel monde vont-ils vivre? Un milliardaire comme Li Tinfu fait rêver les plus grandes entreprises françaises. Est-ce que je peux vous présenter mon grand patron? Oui, d'accord. Attendez, bougez pas. Une délégation d'Airbus est venue spécialement à Hainan. L'heure est à la séduction. Ils espèrent vendre ici quelques-uns de leurs jets. Vous avez l'équipe d'Airbus, un patron et un autre patron. Nous avons amené un avion, un Airbus Corporate Jet, pour le montrer aux milliardaires chinois, qui sont très nombreux ici. Monsieur Li en fait partie. Et clairement, ces gens-là ont besoin de se déplacer un peu partout pour aller faire leurs investissements, etc. Et donc, Monsieur Li est tout à fait dans les cibles. Pour les milliardaires, le week-end s'achève par le défilé d'un grand bijoutier français. L'opulence, symbole des riches capitalistes, est désormais célébrée en Chine communiste. À l'heure actuelle, c'est la Chine qui a l'air d'être la puissance montante, mais est-ce que ça te paraît quelque chose d'intéressant pour nous pour la suite? Je ne le pense pas, en tous les cas. Moi qui ai longtemps habité dans un quartier chinois, et notre siège social est toujours dans le quartier chinois, je dois dire que je n'ai pas une sympathie illimitée pour les Chinois, ou en tout cas pour ce que j'en ai vu en France, parce que ça me paraît être des gens extrêmement matérialistes, pour le coup plus encore que nous, ce qui n'est pas peu dire, et c'est intéressant énormément au jeu d'argent. D'ailleurs on voit dans les tabacs là, de l'avenue de Choisy, de l'avenue d'Ivry, ils sont toujours en foule en quelque sorte pour jouer à des jeux de grattage, de tirage, au tiercé, au quarté, au quinté, etc. Et de manière quasiment frénétique. Et ce sont certes des gens qui sont travailleurs, mais j'ai quand même l'impression que l'objectif c'est essentiellement de faire de l'argent, et on ne sent pas vraiment de valeur morale ou spirituelle extrêmement élevée. C'est ce qui, moi, bon, alors une fois voir, on peut pas prétendre connaître la Chine, il faudrait y passer 10 ans de sa vie pour la connaître, mais quand même, ce que j'ai pu en lire, mais pas dans des, je veux dire, pas dans des revues qui traitent ça en 3 pages, mais en plus, ce qui est affolant, c'est que finalement, j'ai l'impression qu'ils nous envient notre mode de vie, et que leur objectif, c'est de s'européaniser, c'est-à-dire de faire du fric, d'avoir une vie comme la nôtre, à peu près. D'ailleurs, je vois que dans certains quartiers qu'on nous montrait, ils s'habillent à l'européenne, etc. Donc, moi, ce qui m'affole de la Chine, finalement, c'est que j'ai l'impression que c'est nous, mais c'est ça, tu as raison, en plus matérialiste encore. Et donc, ils réussissent parce qu'ils sont prêts à... Ils travaillent et ils sont prêts à travailler très dur pour des salaires très modiques, mais avec ça, ils gagnent de l'argent. Mais j'ai l'impression que si c'est cette civilisation-là qui va nous remplacer, personnellement, c'est assez décevant. On voit pas ce que ça peut donner. D'ailleurs, que le communisme soit... C'est en Chine, finalement, qu'il a le plus duré, puisqu'il dure encore. Il y a toujours un parti communiste comme parti unique en Chine, alors qu'il a disparu à peu près partout ailleurs sur le globe, est aussi frappant. Je veux dire, ça montre quand même que le communisme se marie très bien avec la mentalité chinoise, ce qui n'est pas, me semble-t-il, forcément une qualité. Oui. On puisse dire, je crois quand même que les gens qui sont vraiment très tentés par l'orientalisme, par la Chine, etc., c'est leur droit, certes, mais j'avoue ne pas partager cette dilection. Ce n'est pas encourageant, en tous les cas. Ce n'est pas encourageant. Et ce qu'on voit, c'est que, m'intéressant un peu à l'écologie d'un point de vue chimique, les Chinois ont bousillé leur pays, des lacs, avec leur production industrielle qui font n'importe comment. Quand j'étais en prison, j'ai parlé avec un gars qui habitait Madagascar, qui me racontait comment, profitant que les gardes-côtes noirs, on n'ont que quelques pirogues ou quelques bateaux, les Chinois peuvent en profiter
et pêchent n'importe comment avec des filets dérivants qui font des kilomètres et des kilomètres. Et ils me disaient, ils ont tué pratiquement la faune entre Madagascar et le continent en quelques années. Bon, moi je suis après affolé. Je veux dire, nous sommes dans une fin de civilisation. Pour moi c'est évident, on va s'effondrer. Être remplacé par une civilisation supérieure, plus fine, avec des valeurs meilleures, je dirais, à ce moment-là, moi je me fais collabo, hein, ça va pas en surprendre certains, mais je veux dire, si c'est pour la Chine, non, là franchement, je suis assez affolé. Je suis assez affolé pour le destin du monde, si c'est un pays comme ça, qui commence à nous submerger. Là, je vois pas ce qui peut en advenir de bon. Je préférais largement des civilisations plus fines. Alors après, je peux pas donner d'exemple, hein, mais je préférais des civilisations plus fines. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, parce que par exemple, on a ce qu'on appelle les appartements ravioli, où les Chinois s'entassent dans le 13e arrondissement, par exemple, ou dans d'autres arrondissements, puisque maintenant, ils sont aussi dans le 11e, ils sont à Belleville, ils sont dans un nombre grandissant de quartiers, hein, et pas simplement d'ailleurs en France, dans une série de métropoles occidentales. Vancouver est une ville chinoise, beaucoup de capitales occidentales ont leur quartier chinois, de plus en plus... nombreux, de plus en plus actifs. Bon, ces appartements raviolis, le principe, c'est qu'ils s'entassent à 15 ou 20, ils s'exploitent les uns les autres, ayant des ouvriers chinois clandestins pour alimenter les nombreux restaurants chinois du quartier, de la ville, et dans des conditions d'hygiène absolument épouvantables. Et donc, il me semble que c'est le matérialisme le plus cynique, le plus brutal qui est en place. Et de ce point de vue-là, il me paraît que ça n'est pas, par rapport à ce qu'on appelle le modèle américain, un progrès, quoi. Et donc, si notre choix, c'est entre une Amérique telle qu'on la connaît aujourd'hui, matérialiste, et la Chine, qui l'est tout autant, voire peut-être davantage, il me semble que c'est un non-choix, en quelque sorte. À mon avis, d'ailleurs, c'est bien pour ça que la Chine prospère. C'est parce qu'elle elle colle, elle s'adapte dans le moule de ce matérialisme et de ce capitalisme inhumain. Je veux dire, sinon, elle ne prospérerait pas. Je veux dire, et c'est pour ça que ceux qui mettent en se disant, que tout ça tombe, qu'il y a un nouveau pays qui nous submerge pour changer de civilisation, mais qui en accepte même la Chine, moi personnellement je suis pas d'accord avec eux. Je n'ai pas... Mais c'est sûr que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non seulement nous sommes métissés, submergés et en voie d'être remplacés, mais donc ça c'est vrai en tant que peuple, c'est vrai en tant que pays, mais c'est vrai plus généralement en tant que civilisation. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler la civilisation européenne blanche et chrétienne, qui est vraiment en agonie, quoi, et dans une agonie accélérée, et c'est quelque chose d'assez effrayant. C'est un état de décomposition, oui, c'est plus l'agonie là. Oui. Mais vous me direz, ça me fait penser historiquement au général de Gaulle. Vous savez, une partie le traité de bolchevique et l'autre partie le traité de fasciste. Je pense que quand on est en même temps traité d'extrême droite et d'extrême gauche, c'est qu'on est sur la bonne ligne, c'est-à-dire la ligne de l'intérêt des Français, le ni droite ni gauche, celui qui consiste à développer sa politique, non pas en fonction d'une idéologie, mais en fonction et seulement en fonction de l'intérêt de la France et des Français. Alors finalement, tu as eu beaucoup de problèmes avec Marine Le Pen, finalement, suite à tes prises de position, non ? En effet, j'ai eu 3 ou 4 procès, il y en a un qui doit être rendu le 25 novembre. En principe, c'est le dernier en date, en tout cas. Mais il est certain qu'elle a fait beaucoup de procès demandant des sommes colossales, hein, d'ailleurs, des 50 000 € de dommages et intérêts. Et une fois où j'avais été condamné, je le dis pour l'anecdote, mais je trouve que c'est quand même intéressant, par le biais de son avocat, Maître Valéran de Saint-Just, elle m'a demandé immédiatement de payer les dommages et intérêts, menaçant de saisir l'huissier sinon, alors que je dois dire que même la LICRA, tout ça, ont été moins rapides à demander. Donc je le dis simplement, si c'est le contraire, je le dirais, mais je le dis parce que je trouve que c'est quand même intéressant. On en tire les conséquences ou pas qu'on veut. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Alors, elle a fait des procès pourquoi ? Elle a fait des procès parce que il y avait un certain nombre de... c'est essentiellement pendant la campagne interne à la présidence du Front National en 2010-2011, on avait pris position pour son concurrent, et c'est vrai qu'on l'avait surtout critiqué elle, parce que on considérait... Ça n'était pas personnel, moi je ne la connais pas personnellement, elle a d'ailleurs un certain nombre de qualités, elle a hérité de son père un certain bagou, elle a une grande santé, elle a de l'énergie, la question n'est pas là. Mais la question c'est que il y aura un certain nombre de critiques à lui faire. Et donc la critique essentielle que je lui ferai, c'est d'être perméable au politiquement, au médiatiquement et à l'historiquement correct. C'est-à-dire qu'en réalité, son père n'est sans doute pas exempt de critiques, de reproches, comme on l'est tous d'ailleurs, mais disons qu'il faut lui reconnaître
qu'il avait quand même un côté granitique, c'est pas pour rien qu'on l'appelait le menhir, et que quand même il y avait une résistance au rouleau compresseur médiatique, que ce soit sur la Seconde Guerre mondiale, que ce soit sur la question juive, que ce soit sur l'homosexualité, que ce soit sur Papon, que ce soit même sur la franc-maçonnerie, sur la question des races. Disons qu'il disait ce qu'il pensait. Il disait ce qu'il pensait et il avait une certaine liberté de parole et il refusait, peut-être parce que c'est un breton têtu, eh bien, il refusait de s'agenouiller devant la pensée unique et pour rien au monde, il n'aurait été, ça je suis sûr qu'il n'ira jamais à Yad Vashem faire les génuflexions nécessaires pour pouvoir, en quelque sorte, espérer être chef d'État ou de gouvernement. Donc ça, sur ce point, il faut lui rendre hommage, comme je pense que dans l'affaire de la première guerre d'Irak, contrairement à ce que pensait une grande partie de son électorat et de ses cadres, il a quand même pris position contre la guerre du Golfe, pour Saddam Hussein, et ça je trouve que ça avait été courageux de sa part, c'était pas évident à faire. Bon, et ben pour Marine Le Pen, ça n'est pas le cas du tout, je veux dire, elle est extrêmement sensible à ce que disent, à ce que pensent les médias, et je pense que comme le disait sa sœur aînée Marie-Caroline, elle n'a, je crois, fondamentalement aucune conviction. Ça je le pense profondément. Oui, mais alors justement, est-ce qu'on peut dire que elle a aucune conviction, elle n'a aucune conviction, ou est-ce qu'on peut dire qu'elle, plutôt, elle voudrait en fait cacher ses convictions pour épouser le politiquement correct, pour mieux se hisser jusqu'au moins à l'espérance du pouvoir? Beaucoup de gens pensent dans nos milieux, je pense que c'est une forme d'optimisme et de volontarisme qui, à mon avis, sont erronés, parce que je crois quand même la connaître, je crois connaître un peu les coulisses du front, un peu son histoire, même si je n'en connais pas tout, et je connais aussi beaucoup de gens qui l'ont beaucoup fréquenté, qui ont bien connu le Front National depuis longtemps, et je pense profondément qu'elle n'a pas de colonne vertébrale, qu'elle n'a pas de doctrine, qu'elle n'a pas d'idéal, et que les quelques idées qu'elle a sont les idées à la mode, en quelque sorte. Mais son obsession, ce sont les mosquées. Et particulièrement cette salle de prière, pourtant plutôt discrète. Le problème pour moi, c'est que c'est mes impôts qui permettent de financer cet endroit. J'ai pas, moi, en tant que contribuable niçois, à permettre à la mairie d'acheter des locaux pour les louer ensuite aux musulmans. On a du mal à vous suivre. Dans la rue, notre discussion attire les curieux. Et avec un homme, le ton va très vite monter. Tu t'aimes pas les Arabes, ou t'aimes pas les musulmans? Non, mais j'ai pas le droit d'avoir un avis. Non, t'as le droit d'avoir ton avis personnel. Voilà. Mais à ce que ça fasse chier tout le monde, ouais, ça nous fait chier, nous, que tu viens nous casser les couilles à nous dire, ouais. Non, mais je viens pas te casser les couilles, je viens donner un avis. J'ai pas le droit, tu considères que j'ai pas donné d'avis? Moi, je suis un responsable politique. Tu représentes quel responsable politique? Nissa Arbella. Nissa Arbella? Mais c'est quoi, ces fachos de merde? Mais là, je suis plus niçois que toi, couillon. Ça, je pense pas. 100% niçois. T'es 100% niçois, ouais, tu me considères comme 100% niçois. Je suis un musulman, mais niçois. Ouais. Et ça fait chier qu'il y ait des musulmans niçois à Nice. Non, mais moi je te considère pas comme niçois. Finalement, l'homme s'éloigne. Quelqu'un l'a tiré par la manche. Débat, discute. La foule est restée calme. Nous repartons. La discussion s'arrêtera là. Alors au sein de la droite nationale, quand même, il y a un rejet, il y a une espèce de croisade contre l'islam. Quelle est la position de Rivarol sur la question, finalement? Il y a déjà ceux qui critiquent l'islam le font très généralement, sauf exception, au nom de la laïcité. Et ça, j'avoue que moi, je suis tout à fait opposé à ça, parce que je pense que précisément, la laïcité est véritablement l'idéologie qui nous a conduits là où nous en sommes. Hein, parce qu'on a détruit avec ça, autant qu'on l'a pu, la religion catholique, on l'a combattu, on en parlait tout à l'heure, avec la Troisième République, et il est certain que vouloir faire de la déesse laïcité, en quelque sorte, l'alpha et l'oméga de la pensée politique, et considérer que c'est que c'est une protection efficace contre l'islam, me prend une illusion totale, d'abord parce que la nature horreur du vide et la laïcité, qui va vouloir aller mourir pour les droits de l'homme? Hein, bon, je veux dire, on meurt, on peut mourir pour une religion, on peut mourir pour une foi, mais je veux dire, mourir pour les droits de l'homme, mourir pour la laïcité, ça n'a aucun sens, quoi. Je veux dire, c'est simplement le règne du néant et de l'imposture. Donc, de ce point de vue-là, tant pour des raisons philosophiques que pour des raisons d'efficacité et pour des raisons religieuses, je suis tout à fait hostile, disons, à la laïcité. Donc, c'est pourquoi tous ces mouvements comme Riposte laïque et tout ça, rien que le nom, moi, me fait horreur. Hein, je veux dire, ça, il n'y a rien que je déteste le plus au monde que la laïcité. Hein, je veux dire, parce que au nom de
ça, eh bien, on a tout détruit, quoi. Je dirais. C'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, attention, je veux dire, on dit toujours que ce sont les guerres de religion qui, finalement, ont été dévastatrices, mais au nom de l'absence de Dieu, au nom de la laïcité, que de crimes on a commis en son nom. Alors, maintenant, s'agissant de l'islam, je dirais que si effectivement, ce que nul ne peut contester, l'islam se développe en France au sens où les mosquées se multiplient, au sens où il y a effectivement de plus en plus de questions qui se posent par exemple au halal, par exemple aux cantines scolaires, toute une série de choses. Bon, il est évident que qu'est-ce que c'est ? C'est la conséquence tout simplement de l'immigration massive, puisque la plupart, pas tous, mais la plupart des immigrés du tiers-monde sont de religion mahométane. Pas les Chinois évidemment, mais ils sont des produits du tiers-monde, c'est vrai. Mais disons, je vous dirais les immigrés extra-européens en quelque sorte. Oui. Voilà, l'immense majorité, est mahométane, qui viennent du Maghreb ou qui viennent d'Afrique noire, et par conséquent, comme ils sont extrêmement nombreux et prolifiques et qui continuent à venir, puisque on n'a plus de frontières et que les gouvernements successifs les laissent venir ou les font venir, de sorte que, évidemment, ils pèsent d'un poids de plus en plus considérable sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan scolaire, sur le plan sanitaire, sur tous les plans, et bien sûr que ça a des conséquences, évidemment aussi, sur le plan culturel et sur le plan religieux. Donc, moi je suis de ceux qui pensent, comme le faisait d'ailleurs Jean-Marie Le Pen à l'époque, que c'est surtout l'immigration qu'il faut combattre, plutôt que se focaliser sur l'islam, qui n'est qu'une des conséquences de l'islam, de la même façon que, à mon avis, c'était une erreur de tout centrer sur l'histoire du foulard ou autre. En plus, je vois très bien que derrière tout ça, c'est toujours au nom de la laïcité, d'un féminisme exacerbé. Moi, il me semble qu'il faut rester sur les fondamentaux de la droite nationale, qui est, à mon avis, le fait qu'on entend rester ou redevenir maître chez soi, et que par conséquent, sans avoir la moindre hostilité envers des peuples d'autres nations, ou d'autres continents, ou d'autres ethnies, ou d'autres races, eh bien, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que les sociétés multiculturelles fonctionnent, et moi je suis pour une certaine homogénéité. Je pense que le Créateur a fait plusieurs races, etc. Il n'est pas nécessaire ou utile qu'elles se mélangent. Alors c'est sûr qu'il y a toujours eu un métissage individuel assez marginal en général. S'il reste marginal, il peut être acceptable. S'il devient majoritaire, ou s'il devient massif, ça pose problème. C'est évident que si un jour, d'un seul coup, par exemple, prends un exemple, on met 30 millions d'Africains en France, ça s'appellera toujours la France, mais ça n'est plus la France, c'est évident. Même si on donne à ces 30 millions d'Africains la nationalité française, et que juridiquement et administrativement, ils sont français. Donc on ne peut pas dire comme que la question raciale ne joue pas. Et donc je pense qu'à l'heure actuelle, on oblitère complètement cette question-là, elle est taboue. Je pense que la question ethnique, sans en faire évidemment un absolu, elle a quand même son importance, quoi. Elle a quand même des conséquences. Bon. Et donc je crois que c'est malheureux de criminaliser la question raciale, comme d'ailleurs la question nationale. Elle a quand même son importance, et il me paraît qu'il est préférable, me semble-t-il, d'éviter autant que faire se peut les mélanges, parce que souvent c'est assez conflictuel. On l'a vu en Afrique du Sud, on le voit partout, et c'est parfois tellement difficile, même au sein d'un même peuple, de s'entendre. Les discordes peuvent être sur différents sujets parfois extrêmement vives, et donc je pense que c'est vouloir compliquer les choses que d'aller dans ce sens. Les partis comme le PS et l'UMP sont dans une posture d'euro-résignation. Ils acceptent l'Europe tout en disant malgré tout qu'elle est une contrainte. Pourquoi ne virent-ils pas eurosceptiques ? On sait très bien quelles sont les raisons, mais il n'y a plus de cohérence de ce point de vue-là dans leur discours. Ce sont ces deux partis qui ont subi les pertes électorales les plus importantes. Évidemment, les eurosceptiques de tous bords, de gauche comme de droite, sont maintenant à plus de 35% dans la société française. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que les deux seuls partis qui assumaient d'une certaine manière l'Europe et la logique fédérale, c'est-à-dire l'UDI et les Verts, ont subi aussi des pertes extrêmement importantes. Donc voilà la situation. Et cette situation, elle n'est que la suite logique de ce qui se passe dans notre pays depuis maintenant à peu près une dizaine d'années. Avec la crise, on parle beaucoup de l'Europe, de la construction de l'Europe, de l'euro, etc. Alors, quelle est la position de Rivarol sur la question, finalement ? Je pense malheureusement que ce qu'il est convenu d'appeler la construction européenne, elle n'a pas construit une nation européenne, elle n'a servi qu'à détruire les nations d'Europe, les nations historiques. Et par conséquent,
l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, elle fonctionne un peu sur le modèle des États-Unis d'Amérique et elle est complètement soumise je dirais, aux États-Unis d'Amérique et au sionisme international. Et par conséquent, elle ne représente en rien une alternative. Et c'est un mensonge de nous faire croire qu'en réalité, ça pourrait être une Europe puissance, ce qui n'est absolument pas le cas. Elle n'a consisté dans les faits qu'à détruire les frontières entre les nations européennes, à détruire leur identité, leur souveraineté, leur spécificité, et finalement à déposséder les gens de leur nation. Parce que comme disait Jaurès, je ne suis pas jaurétien évidemment, mais il disait que la nation c'était la seule chose qui restait aux pauvres. Moi je dirais qu'il y a surtout Dieu et la religion, mais c'est vrai qu'il y a aussi la nation. Et c'est vrai que lorsqu'on détruit la nation, on détruit les frontières, c'est les plus pauvres finalement qui en sont victimes. Parce que les gens qui sont milliardaires, ils voyagent d'avion en avion, en aéroport, dans le village planétaire, etc., ça ne les dérange absolument pas. Au contraire. Moins il y a de frontières, mieux c'est. Et pour tous les trafics, moins il y a de frontières, mieux c'est également. Mais il est certain que pour les pauvres, qui sont sédentaires, qui n'ont pas les moyens de voyager loin, qui ne peuvent pas, lorsque leurs usines sont délocalisées, aller en Roumanie ou je ne sais où, etc., ils se retrouvent au chômage, ils se retrouvent dans la misère, etc. Et ça, c'est la conséquence de l'ultralibéralisme et de la destruction des frontières et du libre-échangisme mondial, qui est un véritable dogme. Eh bien, moi je vois que l'Europe, elle n'a servi qu'à détruire la France, c'est évident, à amener un chômage massif, à la désindustrialisation, à la ruine de notre agriculture, alors qu'on avait quand même une indépendance alimentaire, et c'est extrêmement précieux, surtout en cas de crise de guerre, l'indépendance alimentaire. Et moi, elle a tout détruit, les chantiers navals, l'agriculture, les différentes industries. Et finalement, la France, maintenant, ça n'est qu'un musée à touristes et un parc de plaisir. Et bon, il y a encore un petit peu le secteur tertiaire qui fonctionne, dont évidemment le tourisme, puisqu'on est le pays au monde qui est le plus visité. Enfin, c'est quand même triste, parce que la France a quand même d'autres atouts que cela, et l'Union européenne, elle a détruit tout ça. Alors, le problème, c'est que on est d'accord, je pense, que l'Europe, telle qu'elle est faite maintenant, est une calamité. D'ailleurs, l'euro devait nous apporter une certaine prospérité. On voit bien qu'aujourd'hui, ça ne nous apporte rien. Et ça a amené un surenchérissement du coût de la vie. Voilà, exactement. Et tout le monde est d'accord que la vie a énormément augmenté suite à l'euro. Alors c'est caché parce que les prix sont plus bas à cause de l'euro. Mais quand on voit, le prix de l'essence, quand on voit... le prix de la baguette qui a pris augmenté par rapport tout ça. À l'époque où c'était en France. Voilà. Donc, mais est-ce que, pour autant, la question est, il faudrait revenir à vouloir être autarcique, avoir des pays le plus possible autarciques, ou est-ce qu'on n'est pas quand même condamné, est-ce que le développement naturel du monde ne fait pas qu'il faut s'internationaliser, même si ce n'est pas au sein d'une Europe telle qu'on la connaît maintenant? Qu'il y ait des échanges internationaux qui, effectivement, sont peut-être plus fréquents qu'ils ne pouvaient l'être autrefois, compte tenu justement du fait que, à l'heure actuelle, avec tous les moyens de communication, les moyens de transport qu'on a, etc., toute une série de décisions qui doivent être prises rapidement et autres, qu'il y a besoin d'échanges et qu'il y ait des partenariats binationaux, multinationaux, tout ça se conçoit très bien. Mais je crois quand même qu'il faut quand même garder une souveraineté, c'est-à-dire une capacité de dire oui ou de dire non, d'accepter ou de refuser, et que je crois quand même que les États-nations, malgré tout, qui ont quand même une histoire de plus de 1000 ans, pour nos pays d'Europe, en tout cas de vieille Europe, le vieux continent comme on dit, il me semble quand même que les rayer d'un trait de plume me paraît extrêmement dangereux. Et je pense même que si on peut comprendre qu'après les 2 guerres mondiales qui ont été une véritable boucherie pour l'Europe, on ait voulu créer une construction européenne extrêmement forte, je crois quand même que c'est un peu illusoire de croire que, par exemple, on peut faire de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, un seul pays, un seul ensemble, parce que ce sont des pays qui ont quand même qui ont des points communs, certes, mais qui ont quand même des traditions différentes, et qui ont des personnalités différentes. Et moi, je suis pas sûr que, on dit que l'union fait la force, mais si c'est une union de faiblesse, c'est pas une force. Et si c'est des gens qui vont pas dans le même sens, parce que par exemple, l'Angleterre, elle a toujours été plus proche du fait de sa position insulaire, des États-Unis, et puis aussi de la langue, des États-Unis que du continent européen. Et donc, il me semble que les intérêts sont pas les mêmes. L'Allemagne a toujours plus regardé à l'est du fait de sa position géographique, que la France a toujours regardé au-delà des mers, au-delà des océans, du fait de sa position peut-être plus maritime, etc. Donc je crois que les intérêts ne sont pas les mêmes, les personnalités ne sont pas les mêmes, et c'est ce qui fait la richesse d'ailleurs
me semble-t-il, du vieux continent. Donc moi je crois que c'est une illusion. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des actions en commun, des projets en commun, oui, mais il une faudrait coopération aussi commune. Un tribunal supranational pour résoudre certains problèmes, par exemple. Moi, personnellement, je serais pour une sorte de justice internationale qui puisse régler des conflits entre pays ou entre groupes de pays. Je serais aussi partisan d'une sorte de congrès national pour normaliser les choses qui doivent être normalisées. Prenons l'exemple des prises de courant. Que dans chaque pays, on ait les mêmes prises, les mêmes tensions nominales, les triphasés, tout ça, pour pouvoir exporter des machines plus facilement. Je pense que c'est fatal que du fait, comme tu disais, de l'augmentation des moyens de communication, des besoins de plus en plus grands de machines, etc., qu'on ne peut pas tout faire, eh bien je pense que fatalement, il va y avoir une extension toujours plus grande des relations entre les pays. Or, qui dit extension, dit il faut des instances de régulation. Or, quand on est au niveau des pays, il faut des instances de régulation supranationales. Mais tu as raison, voilà. L'État doit garder la possibilité de dire oui ou non. Et surtout la possibilité de se retirer s'il n'est pas là. Or, on s'aperçoit que dans tout ce qui est les textes européens, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. C'est un contrat où il n'y a pas de clause de sortie, ce qui est quand même complètement délirant. Normalement, n'importe quel contrat a une clause de sortie, mais il n'y en a pas. Un droit de sécession. Comment ? Un droit de sécession. Voilà, il y a une clause où on peut dire, moi c'est fini, je me retire de l'affaire. Alors il faut que je donne des préavis, il faut que je rembourse, il faut que je donne ce qu'on veut, mais là, il n'y a pas de clause de sortie. Et c'est là qu'on voit que c'est quand même très malsain. Je pense que cette fabrication de l'Europe telle qu'on la voit maintenant n'est pas bonne. Mais c'est pas pour autant qu'il faut revenir à un rêve d'autarcie. Et que le droit européen l'emporte sur le droit national, que 80% des directives, des lois et des règlements émanent de Bruxelles. Ça, je trouve ça quand même extrêmement choquant, parce qu'en plus, c'est une commission tout à fait technocratique. Anonyme. Qui décide de ça, anonyme, absolument. C'est pas qui est là-bas. C'est tout à fait scandaleux, je veux dire. Bon, avec des décisions souvent complètement aberrantes, et notamment pour la vache folle ou autre. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait sortir de cette Europe-là. Voilà, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Ça, voilà, il faudrait sortir de cette Europe-là et recouvrer son indépendance et sa souveraineté, mais bien sûr qu'on ne peut plus concevoir la France telle qu'elle était au temps de Maurras, par exemple, c'est sûr que, évidemment, mais je crois qu'il est très important de conserver une souveraineté nationale. Ouais, c'est ça, je pense que c'est important, mais qu'il ne faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que cette construction de l'Europe a été, je pense, se révèle maintenant un échec, qu'il faut tout mettre à bas et dire c'est fini, etc. Non, je pense qu'il y a moyen. Alors, je pense de toute façon il va y avoir un collapsus économique qui fait que tout ça va s'effondrer. Et là, on pourra reconstruire une Europe sur des bases plus saines. Mais encore faut-il, je pense, que les pays soient plus sains. Il possède 2 véhicules, 2 canapés, un tas de chaises, 2 lits et de tables, un lave-linge, un sèche-linge, plusieurs téléviseurs, un magnétoscope et un abonnement à la télévision par câble. La cuisine est équipée d'un four traditionnel, d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur, d'un mixeur, d'une cafetière, d'une bouilloire, d'un robot ménager et d'innombrables casseroles, poêles, plats, tasses, verres, boîtes, ustensiles et couverts en tout genre. Le logement est aussi équipé d'un ordinateur et d'une imprimante, de téléphones et de répondeurs, d'une calculatrice, d'une chaîne IFI ou d'un lecteur CD, d'instruments de musique et de nombreux objets d'art. En plus des peintures et des reproductions, il y a des éléments décoratifs tels que des vases, plats, statuettes, photos encadrées et bibelots. La salle de bain contient un sèche-cheveux, une balance, parfois une brosse à dents électrique, un rasoir, des meubles débordant de serviettes, shampoing après shampoing, soins du visage et autres produits cosmétiques. Les placards débordent de robes, costumes, pantalons, chemises, pulls, manteaux, chapeaux, bottes, baskets, ballerines, escarpins, chaussures de marche, chaussures vernis et mocassins. Sans oublier les bijoux, en plus des montres, d'une bague avec des pierres précieuses et d'autres objets de valeur, on trouve une large collection de bijoux fantaisie, colliers de perles, bracelets, boucles d'oreilles, boucles d'oreilles, boucles d'oreilles. La salle de séjour est remplie de livres, DVD, cassettes, CD, magazines, photos et autres bibelots. Les sols sont recouverts de tapis ou de moquettes et dans toute la maison sont disposés divers meubles, parfois décorés de fleurs séchées ou artificielles. Dans le garage ou la cave, on range les articles de sport comme les vélos ou les skis, mais aussi les valises et les sacs et les outils de jardinage. En plus des biens de consommation durable, les ménages dépensent beaucoup en services. La crèche, le cinéma, les bars et restaurants, les hôtels, les billets d'avion, le coiffeur, les massages, les sorties à Disneyland, les honoraires d'avocat, les cotisations d'assurance, les intérêts des prêts et parfois même la location d'un espace de stockage supplémentaire. Le consommateur moyen que vous êtes n'a pas toujours possédé autant de choses. Ce qui est marrant, c'est que finalement, à chaque discussion qu'on a, on dresse un constat très très pessimiste de la situation, et on voit que ça s'améliore pas. Tu remarqueras que d'année en année, on constate que c'est de pire en pire. Et on pourrait dire finalement, mais pourquoi est-ce qu'on continue à combattre ? Pourquoi ?
Je pense d'abord parce que moi je crois quand même à la vérité, à la notion de vérité, et il me semble que le monde dans lequel nous vivons est une véritable prison et insupportable par son matérialisme, par son hédonisme et aussi par son côté liberticide, comme on l'a vu sur beaucoup de points. Et par conséquent, il est normal de vouloir construire pour une société nouvelle un monde autre que celui-là, qui est de plus en plus irrespirable et où l'air manque à nos poumons. Donc moi par principe, oui, par principe. Être combattant. Et je dirais qu'à fortiori quand on a des enfants, voyant comment le monde évolue, il ne me semble pas qu'on puisse se désintéresser de l'avenir. Il faudrait être fou ou complètement inconscient pour s'en désintéresser. Et le problème, c'est que justement, beaucoup de gens en fait se disent, bon, vu que la situation on peut plus renverser la vapeur, organisons-nous une petite vie tranquille, enfin une vie avec le maximum de confort, et faisons que nos enfants puissent se l'organiser. Mais c'est-à-dire qu'on en vient à une pensée très individualiste. En fait, c'est moi qui dois réussir. Pour le voisin, il fait ce qu'il... Or, c'est pas ce qu'on veut, nous, finalement. Ce sont des agrégats d'individus consuméristes, et il n'y a plus de notion de bien commun, d'intérêt général, et c'est ça qui est dramatique. Donc je crois qu'il faut essayer de redonner du sens, il faut essayer de débusquer le mensonge et l'imposture partout où ils sont, et Dieu sait qu'ils sont à peu près partout, parce que rien n'a de sens, quasiment, donc essayer de redonner du sens, et puis je crois effectivement essayer de se libérer soi-même du système, de s'en libérer intellectuellement, de s'en libérer physiquement, de s'en libérer spirituellement, ce qui demande un effort, de se tenir debout, etc. Je suis d'accord, parce que je crois qu'on ne pourra pas, même si un jour la révolution était possible par la situation sociale, imaginez un collapsus général. S'il y a un collapsus général, les gens se tourneront naturellement vers les choses de bien. Mais pour encore justement, après pouvoir fonder quelque chose, il faut trouver quand même des gens qui soient capables de reconstruire et qui se soient eux-mêmes déjà libérés de ce système. Or, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je pense que le combat a un sens pour ça. Éclairer ceux qui peuvent l'être encore. La révolution commence par soi-même. Et voilà. Il me semble qu'il est très important qu'on ait autour de soi un certain nombre de gens qui aient conscience de ce qui se passe et qui pensent à peu près comme nous, quoi, je veux dire. Et qui refusent ce système épouvantable qui se construit sous nos yeux et qui détruit tout. Parce que c'est même pas un système qui construit quelque chose de positif. C'est un système essentiellement négatif qui détruit ce qui a été construit. Quand il est vrai qu'il est plus facile de détruire que de construire. Ah, ça c'est sûr. C'est vrai dans la vie, c'est vrai dans le couple, c'est vrai partout. Et je pense qu'en fait, l'important, c'est de semer des choses. On ne sait pas ce qu'il en adviendra. On ne sait absolument pas ce qu'il en adviendra. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter de combattre, parce qu'on sème des graines. C'est peut-être pas nous qui ferons la récolte. C'est même probablement pas nous qui la ferons. Mais il faut semer quelque chose. Trop de gens se disent « Bon, de toute façon, maintenant, c'est trop dangereux, j'arrête le combat, les livres sont là, ça va rester là, et puis quand l'heure viendra de refleurir, ça refleurira. » Mais c'est pas vrai. Quand une idée n'est plus défendue, elle meurt et elle est oubliée. On n'est pas obligé de combattre. À partir du moment où on a commencé à combattre, moi je crois qu'on ne peut plus s'arrêter, sauf si on en est vraiment empêché. Par la mort ou par la prison ou autre. Et la prison, c'est pas forcément définitif. Non, mais, la preuve. La preuve, ouais. Mais en tout cas, je pense qu'on ne s'appartient plus en quelque sorte en combat. Et je pense que c'est très important d'avoir conscience de ça. Et encore une fois, je répète que le témoignage, témoin, ça veut dire martyr. Et donc je pense qu'il peut aller jusque-là. Il ne faut pas le rechercher, le martyr, il ne faut pas multiplier les provocations, encore que provoquer parfois fasse réfléchir, mais il ne s'agit pas de provoquer pour provoquer, mais je pense qu'il faut quand même témoigner. Et le témoignage, c'est aussi une forme de pouvoir, c'est aussi une force. Alors évidemment, ça n'est pas autant qu'on ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire changer les choses, renverser le régime pourri qui nous détruit, qui nous a servi, mais c'est déjà quelque chose. Ça commence par là. La meilleure preuve que témoigner, c'est une force, c'est que nos adversaires nous tapent dessus. Alors que dans l'absolu, maintenant, on représente quasiment rien. Alors que ce ne sont que des vérités que l'on chuchote, eh bien, ça inquiète quand même le menteur. Voilà, eux, ils ont la grosse caisse, l'énorme, ils ont la fanfare. Nous, on n'est que peu chuchoter sur le bord de la rue, et pourtant, ils nous tombent dessus à bras raccourcis dès qu'on chuchote. Ça veut bien dire que eux-mêmes sont conscients que les vérités que l'on chuchote peuvent faire boule de neige, comme un peu le phénomène de la quenelle avec Dieudonné. Pour l'instant, ce n'est que le phénomène de la quenelle, qui regroupe des tas de gens différents, qui ont des objectifs différents, mais rien ne dit qu'un jour, sous l'effet d'une crise, toutes ces forces de la dissidence, qui pour l'instant sont comme des champs magnétiques qui sont un peu dirigés vers n'importe quel côté, donc ça fait aucun grand champ magnétique, prouvent qu'elles ne pourront pas
sous l'effet d'une crise et d'un chef charismatique, toutes se mettre dans le même sens, et là ce sera une force colossale qui pourra tout détruire en quelques années. Je le dis souvent, en 1927, qui aurait pu prévoir comment serait l'Allemagne en 1937 ? Et en 1937, qui aurait pu prévoir comment serait l'Allemagne en 1947 ? L'histoire est remplie d'imprévus. Voilà pourquoi il faut combattre, toujours, sans jamais abandonner.